Je pense que si tu veux te lancer dans le textile, au début, fais-le tranquillement, pars pas dans tous les sens. Pré-shot avec des potes, et vis le truc, tu vois, je pense que c'est vraiment ça, à chaque fois, c'est va pas trop vite, essaie d'être très original, fais surtout pas ça pour l'argent, ça c'est... Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de From Scratch. Entre sa chaîne YouTube qui réunit plus de 3 millions d'abonnés et la création de sa marque de vêtements et de matériel qui cartonne, il a décidé d'aller encore plus loin en créant un lieu unique à l'aide de sa communauté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valentin, plus connu sous le nom de Vodka. Salut Valentin. Salut, ça va ? Ça va, merci beaucoup. Merci surtout de prendre le temps de venir discuter de ces sujets avec moi. Je sais que tu as à cœur bientôt de parler sur ta chaîne un peu plus d'entrepreneuriat. Ouais. Donc c'est très cool de venir. Ici, je te propose dans un premier temps de te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaissent pas. C'est vraiment le truc le plus compliqué parce que j'ai l'impression de changer de métier tous les mois. Mais je pense qu'on peut, pour faire simple, j'essaye de faire en sorte de, je sais pas, de faire plaisir aux gens et dès que j'ai un truc que j'aime, je me dis ok, je vais le faire bien. Je vais le faire, ouais. Et je pense qu'entrepreneur, c'est finalement le mot, même si c'est un mot qui peut désigner plein de genres de personnes, mais je dirais plus que oui, je fais ce que j'aime, voilà. Ouais. Alors justement, comment t'es arrivé dans l'entrepreneuriat? Parce que tu as commencé par YouTube. Bah écoute, j'ai commencé par YouTube. Je vais pas te refaire tout le truc de YouTube, mais j'ai commencé à faire mes petites vidéos dans ma chambre. Et puis un jour, ça rapporte un salaire. Donc tu dis attends, je suis dans ma chambre, ça rapporte un salaire. Je vais plus aller au travail et je vais faire ça. Et puis je pense que c'est parti de là. C'est parti de ce désir de pas me prendre la tête. Je pense que d'avoir cette philosophie de pas d'horaire, pas de jour, juste tu bosses, tu fais ce que t'as à faire. Et si ça te saoule, t'arrêtes. Et si t'aimes bien, tu donnes tout. Donc je pense que après ça te met à l'entrepreneuriat et puis tu vois c'est ce délire de se dire ok je crée une boîte de textile, attends faut quand même que je cherche des fournisseurs et j'ai pas envie de déléguer, j'ai envie vraiment que ça vienne de moi, au début j'ai eu du mal à déléguer parce que forcément c'est ton bébé, tu veux pas. Bien sûr. Aujourd'hui je serais plus dans le truc de me dire maintenant il faut que je trouve les bonnes personnes qui me correspondent et là je dois déléguer. Ouais c'est clair. Donc c'est cette évolution de je suis tout seul dans ma chambre, je comprends rien à ce qui se passe. Je crée ma boîte, mais vas-y, je fais tout, j'ai l'œil partout. Et aujourd'hui, je crée ma boîte, la dernière boîte que j'ai créée, il y a tellement de gens, je peux pas avoir l'œil partout. Sinon, je dors pas, en fait. C'est jamais fini, quoi. Ouais. Alors, justement, pour parler, donc, ta marque de textile, donc, qui est autour de ta passion, finalement, qui est le BMX. Parce que tu as notamment fait des vidéos, pas que sur le jeu vidéo, mais plus le sport extrême. Ouais, plus le sport extrême, effectivement. Comment tu as été amené à créer cette marque? Écoute, j'en parlais déjà quand j'étais au Canada, donc 2015 et tout, je commençais à en parler avec des shops de Vancouver où j'habitais et on discutait un peu du textile, tout ça, et moi c'est un truc qui me plaisait. J'avais déjà fait une marque, mais c'était un spreadshirt et voilà, tu mets ton logo et ça vend et t'es content. Et un jour je me suis dit ok, je vais faire un vrai truc. Je m'intéressais vachement en fait à ce que faisaient les marques dans le BMX. Et j'avais beaucoup d'infos de riders en me disant ouais mais il y a plus de budget, il y a plus rien qui se fait, et je trouvais ça dommage parce que moi c'est ça qui m'a envoyé du rêve quand j'étais petit, d'aller au skatepark et de voir des mecs rouler. C'est ça qui m'a fait je pense qui m'a donné cette philosophie de ok, si ils peuvent le faire, moi je peux le faire aussi, je vais tout donner, ce qui rejoint un peu l'entrepreneuriat au final. Bien sûr, ouais. Je me suis dit ok, j'essaye en fait, j'ai une boîte, je peux prendre un peu d'argent de cette boîte pour créer une autre, j'essaye. Puis tu vois, ça fait 5 ans que j'essaye, donc j'arrive pas encore à 100%, mais j'essaye au maximum. Et puis voilà, le but, c'était de, ok, tout l'argent que je dégage, je crée un événement, je crée du textile, je sponsorise des riders, je fais des road trips. En fait, je fais ce que j'aurais aimé avoir quand j'étais gosse. Tu vois, je me dis, un gosse, s'il regarde Unicorn, s'il regarde les road trips, s'il arrive pas à se dire, oh, c'est pas ça que je veux faire. Enfin, s'il se dit, c'est ça que je veux faire, il a tout compris. S'il se dit, je veux pas, c'est juste que t'aimes pas le sport extrême et le BMX, quoi. Mais l'idée, c'est, tu vois, c'est pas de montrer les meilleurs riders, c'est de montrer surtout l'ambiance, le côté sport solo, mais entre potes. Ouais, bien sûr. C'est très, je pense que c'est tous les sports extrêmes qui sont comme ça, mais les autres sports, c'est pas vraiment ça. Tu fais un foot, si les mecs avec toi, ils sont nuls, c'est du boulot, tu vois. Tu fais du BMX, si les mecs avec tes potes, ils sont nuls, qu'est-ce que c'est bien? Parce que du coup, t'es le plus fort, tu vois. Mais il y a pas ce côté, putain, il est plus fort et tout. C'est plutôt, il est fort. C'est pas, il est plus fort, c'est il est fort. Et il y a vraiment une cohésion. Là, je te vends un milieu parfait, hein. Après, c'est pas ça, c'est comme tous les milieux, il y a des gamineries, il y a des ouin-ouin, mais il y a vraiment ce côté qui me plaisait, et mon but c'était de développer ça et de dégager de l'argent et de faire avec du coup YouTube aussi des vidéos en disant bah voilà, on a pris l'argent d'Unicorn pour faire cet événement, moi je le filme, tu mélanges un peu tout. Ouais, il y avait une synergie. C'est ça, et puis bah les retours ils sont fous. Enfin moi quand t'as un gamin qui vient me voir et les parents ils viennent me voir et ils disent
vous avez vu, il est trop heureux, on a acheté un vélo à cause de vous. Je fais non, je fais grâce à moi. C'est pas pareil, madame. Et il fait non, mais c'est vrai, on est trop content, il parle tout le temps de vous, il fait du vélo. Moi, je dis, franchement, c'est la plus belle chose qu'on peut me dire. Tu vois, tu peux me bombarder de commentaires en mode ta vidéo elle est géniale, t'es le meilleur. Je vais dire oui, bah merci, tu sais, je suis un peu gêné. Et genre, des parents qui me disent, on a acheté un vélo parce qu'ils me parlent que de ça. Je suis en mode, waouh. Genre, c'est clair que c'est mon objectif, tu vois, même si c'est un gosse tous les ans qui vient m'en parler ou un parent. Je suis trop content. Ouais. Et alors, au début, comment tu as pu la lancer? Est-ce que t'as fait que quelques modèles? Tu t'as sourcé comment les fournisseurs? Comment au ça début, s'est fait? Wow, c'était très très chaud parce que j'ai vraiment pris, tu sais, le mec qui fait les t-shirts d'entreprise, quoi. Genre, j'ai dit, voilà, il me faut 50 t-shirts, on part en road trip. On a fait la vidéo road trip pour tous les riders qui étaient là, pour le staff. Et je me suis dit, vas-y, j'en fais 300. On les met en vente, je crée mon site. Et du coup, tu vois, ça rejoint l'entrepreneuriat. C'est pas, je vais demander à quelqu'un de créer mon site. C'est, OK, comment je crée un site? Vraiment basique, Google, quoi. Surtout qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, je pense que ça va pas créer un site. C'est vraiment que t'es pas dedans, mais je crée mon site et tout. Et ça part moyen. Pour moi, ça part moyen, tu vois. Ça part, les 300, ils partent en 4 jours, tu vois. Et moi, pour moi, c'est en mode, waouh, j'ai quand même une grosse commu. C'est pas ouf. Genre, j'avais 1 million d'abonnés, je pense, à l'époque. Et j'étais en mode, c'est pas fou et tout. Mais j'en ai pas parlé plus que ça. Je crois que j'en ai parlé que sur un des réseaux. Et c'était un peu, je fais une vidéo et j'en parle à la fin, tu vois. Et un jour, je fais une audition en disant, bah voilà, vous avez kiffé et tout. Du coup, on a fait des suites. Et là, déjà, avec de la réflexion, c'est très bête. Je me suis engagé, j'ai pris 4000 suites. Ah oui. 4000 suites et je me dis, au moins, ça tiendra sur la longueur. Si en une semaine, j'en ai vendu 300, 4000, c'est cool, ça me fait de l'argent sur la longueur. J'ai mis un tweet et on les a vendus j'ai mis le tweet à 9h. À 15h, il y avait déjà 2 références en moins. Fou. Ah bah, j'en ai vendu 1000 de chaque couleur et les gens m'accusaient de tricher, de dire, ouais, genre, t'en as 50 sur ton site et tu fais genre t'en as vendu. Non, mais je vous jure que même moi, je comprends pas ce qui se passe. Et c'est parti de là. Après, j'ai contacté un graphiste qui avait, vas-y, je design la première collection et puis bah, l'entreprise s'est créée naturellement, quoi. Il y a pas un moment où je suis arrivé, j'ai dit, OK, donc il me faut un graphiste. C'était plus, bon bah, j'étais avec mon ex à l'époque où on discutait de ça. J'ai pris un mec qui allait gérer les réseaux. J'ai dit, toi, tu gères les réseaux et tu gères un peu les contacts fournisseurs, SAV. Toi, tu gères ça. Mais c'était un peu petite famille, quoi, cool et tout. Puis après, ça a pris de l'ampleur. On prend un nouveau graphiste. OK, on s'en sort plus. On doit faire des pop-up. Ouais, mais moi, je peux pas parce que je gère les réseaux. OK, on prend un mec pour les pop-up. Et puis la boîte a grandi, quoi. Ouais. Et comment tu l'expliques ça, qu'au début, les t-shirts soient pas trop partis Pour de vrai, je pense que la com était mauvaise. Et peut-être que aussi le côté t-shirt faisait pas assez pousser parce que le t-shirt, tout le monde le vendait à l'époque. Et puis, ça faisait encore peut-être trop t-shirt de youtubeur. C'était un manche courte mais noir ici et t-shirt blanc. Et ça, c'est vraiment un style de rider. Et ma commu est pas rider au final. Aujourd'hui, je te dis que je vends des trucs pour les riders, mais c'est beaucoup de ma commu qui achète. Et aujourd'hui, avec Unique Corner House, c'est beaucoup de clients sur Angers qui passent au bar et disent, oh, il y a une boutique ici. Et ils ressortent avec 150 balles de suite. Je suis en mode, je vais repasser à la boutique de temps en temps, c'est pas mal. Il y a des choses nouvelles. Ouais, il y a plein de choses et tout. Mais non, du coup, je pense que c'est ça, c'est que la com était mauvaise et le produit peut-être pas bon. Et du coup, tu sais, c'est un truc tout con, mais au Fizz, qui est en plein été, canicule presque, on va tous crever. Je vends que des sweats. Très bon. Les gens achètent des sweats, quoi. Je me dis, mais les gars, il fait 37 degrés, là. Ouais, mais ils sont trop bien, les sweats. OK, bon, bah, go, prends ton sweat, quoi. Ouais, c'est là vraiment où la marque prend le dessus, quoi, sur, c'est là où je me dis, en fait, les gens, ils kiffent vraiment et et je peux pas, je peux pas baisser en qualité parce qu'aujourd'hui, j'ai un produit qui est tellement fou niveau qualité, j'ai que des compliments que, je me suis obligé de faire un truc bien, quoi. Ouais. Et tu travailles avec quel fournisseur aujourd'hui? Aujourd'hui, j'en ai plusieurs. En fait, je les mets en concurrence parce que sinon, forcément, au début, ton suite, il est 2 fois plus cher et bizarrement, 1 an après, 2 fois moins cher. Quand t'as parlé du concurrent qui lui faisait presque 2 fois moins cher aussi. Et du coup, j'en ai plusieurs. Donc après, je pourrais même pas te dire parce qu'on est toujours à la recherche. C'est très important dans une entreprise pour moi de pas se stopper en mode bon, c'est bon, on a nos fournisseurs, notre boulot, notre petite routine. Moi, en fait, quand il y a une routine, j'explique toujours de dire il y a une routine. Bah la routine maintenant, ça va être la moitié de votre journée et la moitié qui vous reste parce que vous avez la routine. On cherche des nouvelles idées, des nouveaux fournisseurs. Il y a pas de on n'a rien à faire aujourd'hui. Ça, c'est clair. Ça c'est puis c'est bête parce que des fois tu tombes sur le fournisseur, tu te dis mais ouais, mais en fait nous ça fait des mois qu'on cherche à faire cet effet. Tu vois un effet holographique par exemple. Tu vas avoir un fournisseur, ouais, je peux le faire. Non, en fait il sait pas le faire et du coup tu perds tellement de temps. Et puis après on a eu des trucs t'as une collection, t'as 4 fournisseurs différents. Alors c'est trop bien au niveau des prix, mais par contre c'est niveau des livraisons. Des fois tu sors ta collection qu'à moitié parce que puis tu sors le drop 2 mois après parce qu'il y a eu un retard et tout.
Ça, c'est de l'enfer dont j'ai même pas envie de parler parce que ça Et alors, dès le début, tu les stockais toi-même, tu les envoyais ou c'était justement les fournisseurs? Non, justement, du coup, ça, c'était le truc le plus compliqué parce qu'on n'y connaissait rien. Ouais. Et on a trouvé une boîte, en fait, qui le faisait. Et, je me rends compte que le contrat est très, très cher, en fait, parce que moi, je m'attendais pas à vendre autant de suites. Et en fait, tu vends ton suite, mais je sais plus, à l'époque, je le vendais 40 balles. Je crois que je le payais une vingtaine. Le transport, l'envoi, ça me coûtait 10 balles par suite. Ouais. Donc, au final, je faisais peut-être même pas 10 euros, mais 10 euros après, tu vas dire, ouais, bah, c'est pas mal, sur 4000, t'es à 40 000. Ouais, mais 40 000, faut payer les salaires, le local qu'on vient d'avoir, il faut créer la boîte. Et ça partait, en fait, ça partait vite, donc on a essayé d'optimiser. Après, on est passé chez une grosse boîte qui, elle, du coup, ne faisait pas du tout ça, mais qui voulait essayer l'envoi pour nous. Elle, c'était plus une boîte, tu vois, qui ramenait des gros, genre la bière sur 15 palettes, et après redistribuer dans Angers. Mais on leur a expliqué notre vision et tout, ça a bien marché. Et puis quand j'ai fait l'Unicorn House, je dis non mais en fait la logistique elle doit être derrière. Elle doit être derrière parce que moi quand même j'ai un pote youtubeur qui passe, mec tu l'as en telle taille, bah attends je vais à l'entrepôt qui a 1 heure et tout. Ouais bah te fais pas, je dis bah non en fait t'as raison, je peux me faire chier faire 1 heure, je te l'enverrai mais là au moins t'es dans la réserve, vas-y si tu veux un truc. Et puis même quand t'es au shop, tu vois le shop il est petit, on n'a pas de réserve, bon bah en plus c'est des longs couloirs mais tu prends un skate, le gars il va dans la réserve dans la logistique, il dit au client de pas bouger dans la boutique, hop il ramène les trucs, enfin il y a tout est centralisé, c'est beaucoup mieux, quoi. Ouais, bien sûr. Alors, dans le développement, justement, d'Unicorn, quelles ont été un peu les difficultés que vous avez pu rencontrer? Toutes. Voilà, la plus folle, c'est je commande des vélos Unicorn, c'est la première fois, on fait un deal avec une marque. En gros, les vélos, si tu veux, il y a 3 usines dans le monde qui sont dans la même ville. Et, c'est les mêmes vélos. Donc, en fait, je voulais pas que ça soit écrit juste Unicorn parce que les gens allaient dire, oh, putain, le gars, ça y est, il se sent plus pisser. Il nous fait des vélos Unicorn. Et du coup, je m'associe avec une très bonne marque, Radio Bike. Ok. Et en fait, tout le monde appelle ça des vélos Unicorn parce que le Radio Bike, on le voit presque pas. Et je suis trop content. J'ai 200 vélos qui attendent. Et en fait, le conteneur est bloqué au Havre. Et je suis en mode, ok, bah je vais y aller. Bah non, en fait, il y a la tempête et le bateau ne peut pas se garer et tout. Donc en fait, et puis je vais les sortir pour Noël, tu vois. Moi, on m'a dit, ouais, t'inquiète, fin novembre, c'est clair que tu les as. Et je les ai reçus genre en janvier, je crois, mi-janvier à l'époque. Le conteneur bloqué. Après, il fallait chercher un transporteur, mais le transporteur... Tu sais, c'est des trucs où tu dis, quand est-ce que ça va s'arrêter? Et quand ça s'arrête, bah, c'est un autre problème. Je peux avoir ça, je peux avoir des fournisseurs qui me montent le suite à l'envers, qui me l'envoient et disent, ouais, mais c'est bien comme ça. Je dis, non, mais franchement, et en fait, j'ai eu ce début de comment ça se passe dans le milieu, tu vois? Comment est-ce qu'il faut être gentil? Est-ce qu'il faut trouver des arrangements? Il y a pas d'arrangement, en fait. Il faut juste dire, mec, tu m'as monté les suites à l'envers, bah, en fait, tu vas me les refaire. Et puis, tu vas me rembourser, en fait, la perte de temps. Parce que moi, en fait, j'ai une équipe qui bosse, je les paye tous les mois. Un mois de retard, c'est un mois en plus de salariés. Je peux financièrement, c'est un vrai budget et tout. C'est clair. Et c'est pas mal de trucs où j'ai appris à être beaucoup plus droit, beaucoup plus contractuel. Et après, non, bah, ça va être, je sais pas, oui, ça va, c'est des petites conneries comme ça. Là, j'ai pas d'autres exemples parce que je pense que je les ai oubliés. D'autres problèmes, tu vois. Mais c'est, ouais, non, j'ai pas d'autres exemples. Ok. Comme ça. En termes de création, comment vous faites pour faire de nouvelles collections et que ça plaise toujours? J'ai eu une longue période avec des graphistes. Ouais. Et en fait, le problème que tu peux avoir avec un graphiste, c'est que le style est toujours le même. Alors quand ça plaît, c'est bien, mais le jour où ton graphiste part, tu perds toute l'identité de ta marque parce qu'il faut trouver un mec qui copie et je trouve pas ça très honorable. Et là, aujourd'hui, ce qu'on fait, en fait, c'est que je contacte directement ou je me fais contacter par des graphistes ou des gars indépendants. J'ai un pote tatoueur, tu vois, qui a refait la dernière collection. Sa femme, du coup, elle fait aussi du tatouage. Elle fait des trucs, par exemple, beaucoup plus floral. Et nous, on a un délire floral, là, pour l'été. Et on lui a dit, bah, on sait que tu fais ça et on sait que tu travailles avec Unicorn, on fait un truc. Et puis, c'est de l'arrangement, en fait. Il y a eu un peu une baisse de chiffres avec le Covid. Et j'ai dû un peu réduire l'équipe et je me suis dit mais en fait il faut que je reprenne les bases de Unicorn, c'est-à-dire le côté familial. C'est ce que je te disais au début, la petite famille. Et du coup tous mes potes, tu vois, avec qui je bosse, j'ai jamais trop osé demander et en fait ils m'ont dit mais mec, nous on attend que ça de travailler avec toi. Genre on sait trop bien, on sait ce que tu fais, on sait ce que tu vaux. On veut ça en fait, tu vois, on veut vraiment t'aider. Et c'est même pas une question de financier, on s'en fout, juste on veut t'aider. Et ils sont trop contents. Moi je suis encore plus content du coup. Mais je pense que c'est ça aussi qui marche bien. Alors c'est très dur parce que plus c'est de famille, quand il y a des tensions, c'est un peu bizarre. C'est clair. C'est vraiment des choix différents dans l'entrepreneuriat. C'est soit t'es en mode strict et presque patron connard, tu vois, parle pas avec ses équipes et ça bosse. Soit t'es très cool et ça bosse. Mais il y a les pour et les contre des deux côtés, quoi. Ouais, bien sûr. Et donc aujourd'hui, quelles sont un peu vos stratégies futures pour continuer à croître et à distribuer plus largement possible vos produits? Là, on essaye de faire comprendre.
parce qu'on est parti sur une mauvaise base, que c'est pas que du sport extrême, qu'en fait c'est du sweat de tous les jours, que c'est un sweat confortable et on essaie de faire des trucs un peu plus publics, on va dire grand public, avec plus on arrête, tu vois. Ce logo là encore ça passe parce que c'est le logo de la marque, ça va. Mais quand t'as le logo devant dans le dos, faut le porter, tu vois. Et j'ai beaucoup de potes qui m'ont dit en fait moi je kiffe ta marque mais je peux pas la porter, genre le gros logo Unicorn dans le dos dans ma boîte, ça peut être vu en mode ouah, tu kiffes trop le métal, tu sais, ça fait un peu de métal et tout, et du coup ça peut être mal vu, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais surtout que généralement vos pièces c'est des assez grosses représentations, donc c'est vrai que c'est assez marqué. On a eu ce petit problème, on va dire, de trop faire le côté rider, et au final c'est pas les riders qui achètent le plus, donc mais après tu vas avoir d'autres marques comme Vans, au final c'est pas les riders qui achètent le plus. Et c'est des gros logos, c'est des gros placards. Après, je te parle d'un autre truc, c'est eux, au pire, ils font un beat, c'est pas si grave, tu vois. Moi, j'ai pas trop le droit à l'erreur sur mes collections. Mais je suis toujours, à chaque fois, genre, étonné de la hype de chaque collection. Et je pense aussi que, moi, je la vois depuis 6 mois, tu vois. Je la vois dans les bureaux, je suis là, je porte les protos, je suis en mode, c'est bon, je l'ai, moi. J'ai le proto. Tu l'abîmes pas, Valentin? Je fais, non, mais juste, ça me rassure de le porter. je me sens un peu en avance, mais à chaque fois, je me dis, moi, je m'en suis lassé au bout de 6 mois. Tu vois, je vois le logo tous les jours, les couleurs, tu sais, tu commences à douter. Mais bon, on me dit, c'est parti en prod, Valentin. Et puis à chaque fois, c'est toujours la même chose. Mais ça veut dire que c'est bien. Pour moi, quand tu stresses de ton projet, si t'es en mode, ça va bien se passer, c'est trop bien, c'est pas bon. À chaque fois, je me dis, waouh. Et là, tu vois, là, on a encore refait péter ça fait très longtemps qu'on n'a pas vendu aussi vite une collection. Donc, je suis trop content et j'ai trop hâte de la prochaine. Tu vois, la florale, j'ai vu 2-3 trucs. C'est bon, on peut la faire là. Allez, go. Alors justement, pour démocratiser un peu la marque et les produits, quelles sont un peu vos stratégies? L'idée, c'est d'avoir peut-être des logos moins visibles, des couleurs peut-être un peu moins pétantes, et puis aussi s'associer, faire de la collab avec des gens qui sont pas du tout dans le milieu, tu vois. C'est pour ça que un pote qui est tatoueur, c'est trop bien, parce que du coup, c'est montré que c'est aussi pour tout le monde. Et puis, je pense aussi ce petit côté marque, on va dire, familiale, et un peu aussi expliquer aux gens, n'hésitez pas à en parler autour d'entre vous, c'est un truc qui doit monter, et les gens jouent le jeu en général. Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois en vidéo, je leur dis, je suis honnête, là, financièrement, c'est un peu la panique, n'hésitez pas à aller voir, peut-être que vous avez pas vu les collections qui sont sorties. Ça arrive souvent, d'ailleurs, les gens, en fait, ils se disent, ça cartonne, donc, pas besoin d'acheter, tu vois, c'est bon, le gars, il est déjà bien. Mais en fait, les gars, non, si tout le monde joue le jeu, ça va juste accélérer les choses, et c'est trop bien pour moi, c'est hyper rassurant. Psychologiquement, tu t'es rassuré quand ta boîte, elle cartonne et tout. Et du coup, j'essaye de dire aux gens, voilà, n'hésitez pas à en parler à vos potes. Et on le voit à la Unicorn House. C'est souvent les darons qui rentrent, ouais, mon gosse, il me parle tout le temps de vous et tout. Ouais, putain, je suis venu avec un pote, il me parle tout le temps. Je fais, franchement, essayez juste le suite, vous verrez bien. Et les mecs, ils ressortent avec 2-3 suites, tu vois. Puis après, c'est du marketing, genre, t'as le truc, les autres que j'avais, c'est genre, 4 meufs qui sont rentrées, il y en a 2 quand vous voulez un, il y a une troisième qui dit, je sais pas trop, je dis, vous savez quoi, c'est très simple, vous en prenez 4, j'en offre un. Oh pop, les 4 sont partis, mais en fait, tu vois, tu vas dire, ouais, c'est de la vente et tout, mais moi, ce que je vois, c'est le retour. J'ai vraiment des gens qui se reviennent en me disant, mais mec, j'ai ton suite depuis 2 ans. Au FIS, l'année dernière, j'ai vu un mec, ça fait 5 ans, je vois le suite, je fais, attends, on a fait ça quand? Mais il y a 5 ans. Et quand vous avez lancé, quoi, quasiment. Au début, j'étais en mode, oh mec, tu me connais et tout, mais maintenant, j'hésite ça, parce que si, il y a des mecs, qui achètent Unicorn qui me connaissent pas du tout. Et du coup, genre, j'arrive, je suis un mec, ton tweet, il est moche, je fais la vanne, et le mode, t'es qui, toi? Du coup, j'ai arrêté la vanne. Mais, du coup, je vais voir le mec, et je dis, ouais, mec, je suis désolé et tout, je te dérange pas, mais, tu l'as acheté quand ton tweet? Il y a 5 ans et tout. Mais il tient encore. Ah ouais, je suis trop content. Mais ça me fait chier, du coup, s'il tient. Déchire-le, rachète-en 2, quoi, je sais pas, fais un truc. Ouais, c'est le revers de la médaille, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est cool. Alors justement, tu me fais le pont avec la Unicorn House, donc projet assez fou. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est-ce que tu peux un peu le présenter? Je vais plutôt faire mon cheminement, et comme ça expliquera mieux. Moi, mon but, c'était de créer des skateparks. Et il y a un truc qui est vachement connu aux États-Unis, c'est Woodward, c'est 50 hectares de skatepark. C'est-à-dire qu'une fois, on a fait un road trip là-bas, on était 10 riders, il y avait 14 skateparks. On avait chacun son skatepark personnel. Et quand je dis skatepark, je parle pas de 2 modules, tu vois, c'est des trucs, après, ce que t'as pas aussi gros dans certaines villes, quoi. Enfin, c'est des trucs de fou. Et moi, je voulais faire un truc comme ça. C'est 0 rentable. Parce qu'en fait, les skateparks, ça prend beaucoup de place. Mais l'entrée est pas très chère. Par rapport à, tu vois, un laser game, tu vas payer, je sais pas, 20 balles pour un quart d'heure. Un skatepark, tu vas payer 6 balles pour 3 heures. C'est en mode, mais la renta, elle est pas bonne du tout. Mais j'avais vraiment envie de faire ça, et en gros, j'avais trouvé un bâtiment, et le bâtiment était genre juste 4 fois trop gros. Donc je me suis dit, ah ouais, mais c'est trop gros, et le mec de l'immobilier me dit, mais en fait, il y a des gens qui aimeraient faire leur restaurant, donc peut-être vous allez vous associer. Et moi, je dis, ah ouais, c'est pas con, je rentre chez moi, je dis, bah si, c'est très con, Valentin, parce qu'en fait, le restaurant, c'est ce qui rapporte. Mais toi, tu vas juste être dans la merde, toi, en fait. Tu vas pas prendre les tu vas tout gérer, tu vas être dans la merde. Et du coup,
ça a commencé à faire, ok, je commence à faire mes plans et tout en 3D, donc là je vais mettre ça, et puis je vais rajouter une activité. Bah tiens, mais au pire je mets 2 restaurants. Je commence en fait à me prendre toutes les problématiques que j'ai eues, à me dire quand je suis tout seul, j'aimerais un endroit où je peux être tranquille, avoir un restaurant où tu manges tout seul et t'es pas trop gêné. Donc il faut un petit truc, un sushi bar ou un truc comme ça. Et aussi quand on est 10, il faut réussir à trouver un endroit où ça plaise à tout le monde. Et moi je trouve ça trop cool quand tu peux aller avec tes potes dans un village un peu, tu vois, en mode ok, on va à tel endroit et on sait que les 6 vont aller faire du karting pendant que nous 4 on va aller faire du lancer de hache et puis on se rejoint après au resto et après on va dans tel bar. Ouais mais moi j'aime pas trop leur cocktail. Bah attends, vas-y, on va là et je me suis dit ouais, en fait c'est ça, c'est un putain de village qu'il faut faire. Mais c'est pas un cheminement qui a été fait en 2 jours, tu vois. J'ai commencé à prendre toutes les idées, j'ai commencé à trouver des investisseurs, à parler de tout ça. Je vais voir l'investisseur. L'anecdote, elle est folle parce que je suis allé le voir le soir de la Saint-Valentin, un vendredi à 18h. Le mec est milliardaire, il a autre chose à foutre que de venir parler à Pimpin qui arrivait en suite en mode salut mec, j'ai un projet, tu veux le voir, je l'ai imprimé sur un plan et tout, regarde. Et en fait je lui explique et je le vois je vois que je le fais carrément chier et je comprends, tu vois. Et d'un seul coup il remet son coude comme ça et il se remet droit. Je fais là il y a quelque chose. Et à la fin il me dit écoute, ouais carrément il y a un truc à faire. Bah là je rentre chez moi le sourire et tout et là le Covid. Et le mec il me fait comprendre qu'il a pas le temps en fait pour mes histoires, il a tellement de trucs à gérer avec le Covid que c'est pas ça. Mais du coup un local qui est vraiment à 20 mètres du premier local que j'ai trouvé ferme en fait. Le gars m'appelle, il me dit voilà je vais fermer et tout, est-ce que tu vas racheter le fonds de commerce? Écoute, je dis écoute je vais passer et en fait je passe et je prends des mesures et je rentre chez moi dans la nuit et je me refais tout, je me dis ok donc là je vais mettre le skatepark là et en fait je refais mon écosystème il y a un skatepark, pour le faire vivre qu'est-ce que je dois faire? Je dois ramener du monde. Il y a aussi l'autre punchline de me dire que quand tu vas au skatepark, t'as 30% de riders, t'as 70% de gens qui regardent. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Mon skatepark, c'est le point central. Les riders, c'est le point central. C'est le show toute la journée. Les gens viennent voir. Mais ils viennent pas juste voir. Faut pas qu'ils s'ennuient. J'ai eu plusieurs copines et à chaque fois, tu les amènes au skatepark. Ah, au début, c'est trop bien. Ah, j'adore, ils roulent et tout. Et puis après, c'est bon. C'est bon, on peut rentrer là. Et du coup, je me suis dit, putain, ça me fait chier parce que je sais que ils ont envie de venir, les gens. Mais comment je peux occuper les autres? Et puis bah là c'est là que tu pars sur le restaurant, C2H, salle d'arcade. Puis j'ai fait mon truc, quoi, j'ai fait mon univers. Donc pour résumer, la Unicorn House c'est un lieu pour tout le monde. C'est un truc très familial, mais pas en mode familial genre tu viens qu'en famille, mais plutôt tu viens, c'est un esprit très on est tous potes, les serveuses et les serveurs, ils te tutoient. Tu vois, genre le dimanche, t'as les gars de C2H quand ils ont personne, ils sont à l'étage, ils dansent. Des fois je suis même en train de me dire mais les gars, vous êtes trop heureux, j'ai pas besoin de vous payer en fait. Genre c'est trop bien pour vous. Enfin il y a vraiment une synergie vraiment cool entre toutes les équipes. Et c'est ça, c'est un lieu hyper sain, j'ai envie de dire, entre tout le monde et tu viens de poser quoi. Et tu fais un peu ta journée là-bas, tu vas faire du lancer de hache, t'as des jeux d'arcade, t'as des karaokés. On a fait une soirée Mario Kart, tu vois, justement hier. Ce soir, on fait un blind test. Demain, il y a des cours de bachata. Vendredi, je crois qu'il y a une entreprise qui vient présenter un projet. Et samedi, c'est blindé. Donc en fait, je me dis, waouh, en un an, c'est trop ce que je voulais. J'essaye de faire au max de faire. En fait, c'est vraiment un lieu où, comme il est un peu loin du centre-ville, enfin un peu loin, à 10 minutes du centre-ville en voiture, tu me sens obligé que ça soit vraiment fou à chaque fois. Bien sûr. Et j'ai briefé mes équipes là-dessus. L'exemple que je peux, le plus récent, tu vois, c'est mes équipes qui me disent, bah écoute, nous on a fait un loup-garou en soirée, on a adoré et tout. J'ai fait maître du jeu, j'ai kiffé. Est-ce que tu penses qu'on pourrait le faire? Je dis alors les gars, carrément, on peut faire une soirée loup-garou. Par contre, vous me faites un décor de malade. Vous avez le comment on appelle ça, tu sais, le truc Twitch là pour faire des sons là, la soundbox. La nuit tombe, vous appuyez. Enfin, je veux un truc, mais je veux que les gens ils se sentent trop bien. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je dis. On peut dire à 10 personnes, venez, on fait un loup-garou et voilà les cartes. Alors non, tu vois. Je veux pas en fait. J'ai besoin que ça soit l'expérience quoi. C'est ça, l'expérience. En fait, c'est ce que je me dis. J'explique aussi à mes équipes. Je dis, vous savez, si les gens ils vont payer un cocktail 12 balles en dehors de chez eux, parce que chez eux la bouteille coûte 12 balles. S'ils vont payer un cocktail, c'est qu'ils cherchent quelque chose. C'est l'ambiance. Et si t'arrives dans un lieu où tu fais la gueule, on te parle mal, je te jure que t'y reviens pas. En tout cas, les gens, ils ont pas envie, quoi. Bien sûr. Alors, tu parlais de financement, justement. Comment tu as fait en partie pour financer ce projet? Alors, en gros, pour être transparent, j'ai ma boîte YouTube qui a investi sur Unicorn pendant un moment parce qu'on avait besoin de financement. Donc ma boîte YouTube a investi. Unicorn a réussi à rembourser ce crédit que j'avais fait avec ma première boîte. Et en fait, au lieu de reprendre ce crédit dans ma boîte, je l'ai mis, je suis allé voir la banque en disant voilà, j'ai 200 000, je crois à l'époque. J'ai 200 000 que j'avais prêté. Est-ce que, combien je peux avoir
parce que j'ai un projet, je leur explique tout, forcément, je parlais, regardez, j'ai fait des photos, donc, vraiment, t'as tout un plan de truc, enfin, un truc vraiment fou. Et ils m'ont dit, on peut te prêter jusqu'à 1 million, on fait un truc et tout. Et du coup, je vais, ok, maintenant, je vais vraiment commencer à faire ça sérieusement, combien me coûtent les travaux, tout ça. Donc, le financement a été solo, on va dire, de mes boîtes. Et après, j'ai fait un crowdfunding aussi, qui était surtout pour me rassurer. C'était pas dans l'idée d'amasser de l'argent, parce qu'au final, ça a rapporté 150 000, dont 80 000 de marchandises, plus la TVA. Au final, ça va peut-être rapporter 50 000 en plus. 50 000 sur 1 million, c'est pas... C'est un plus, bien sûr, hein, tu vois, mais c'est très vite avalé avec toutes les augmentations des prix. En fait, je pense que sans le crowdfunding, je jouerais pas. Mais avec les augmentations de prix, ça a un peu corrigé, et puis on a essayé de faire au mieux pour satisfaire les gens, que les gens se disent pas, ah, putain, il a pris l'argent pour lui et tout. Enfin, encore une fois, tu vois, j'aurais pu garder les 200 000 en perso et puis dire, voilà, je me fais pas chier à faire tout un projet, mais j'avais vraiment envie parce que ça me manquait d'avoir un skatepark dans ma ville. J'étais allé voir le maire à l'époque et je lui avais dit, je suis un peu frustré de Angers, parce que je suis venu de base parce que Amixem m'a dit, vas-y, viens, on s'installe, on fait un truc ensemble. Et je suis un peu frustré parce que ça bouge pas et ça m'énerve un peu de devoir faire 1 heure de route pour aller au Mans pour avoir un resto que j'aime bien et une ambiance que je cherche et 1 heure de route à Nantes pour tel truc. Et du coup, il dit ok, pas de souci, j'ai pas d'argent mais je peux t'aider sur certains trucs. Voilà, il y a plein de choses où je peux t'aider, des conseils, tout ça. Déjà, si t'es accompagné par la ville, c'est quand même essentiel. Non, la ville joue vraiment le jeu et puis en même temps, je leur ai fait un skatepark à 400 000 balles, tu vois, genre les gars. Sûr. C'est normal. Dans ma tête, je me dis, c'est normal. Puis ça contribue à l'attractivité. Ouais, et puis c'est vraiment, enfin, on a eu 4500 inscrits sur le skatepark, ce qui est vraiment fou par rapport à d'autres villes. Et j'ai pas de retour négatif violent, tu vois. Il y a des gamins, ils m'ont coupé la route en trottinette. Comme dans tous les skateparks, il y a pas de problème, mais il y a pas de mec, le skatepark il est inroulable, il y a ça et ça qui va pas. Enfin non, j'ai que des bons retours, donc ça c'est trop bien quoi. Ouais, bien sûr. Donc c'est un plus pour la ville. Je sais que beaucoup de gens m'ont dit je déménageais à Angers, j'avais le choix entre telle ville et telle ville et je l'ai pris parce qu'il y a ton skatepark, il y a Nicornaouz, j'aime bien le délire et puis forcément mes études allaient mieux ici, tu vois, mais je sais que c'est pas je viens pour ton skatepark, mais c'est un petit plus quoi. Ouais. Le fait de faire un crowdfunding, est-ce que ça t'a pas mis une certaine pression de devoir délivrer après? Si, c'était. Alors les crowdfunding c'est cool parce que tu sais, les gens qui payent à un crowdfunding, en général, c'est des gens qui t'apprécient, qui veulent que le projet voit le jour, et sont beaucoup plus compréhensifs. Quelqu'un qui achète un suite sur Unicorn, il a pas des faux au bout de 3 jours. J'ai eu au début du lancement, tu vois, le mec, il commande le samedi, le dimanche, il m'envoie un mail, ou un DM à Insta. Il est où mon suite? Mec, j'ai même pas de numéro de commande, j'ai même pas quitté, c'est même pas moi qui gère ça, tu m'envoies un message genre même pas bonjour, rien, il est où mon suite? Tu me dis quoi? Et là tu vois, on a eu des problèmes de livraison, 1 mois de retard et les gens on s'en fout. On s'en fout, nous on a les vidéos, on voit que le projet avance, on est trop content quoi. Ouais, bien sûr. Donc non, pas trop de stress, c'est plus le stress de bider quoi, tout simplement. T'imagines, tu viens d'aller à la banque, t'as demandé 1 million, t'arrives et t'as ton crowdfunding, il y a 2 mecs qui financent. Mais au final, je crois que les chiffres étaient assez fous. On n'est pas sur du Villebrequin, mais on est sur du 50K en 2-3 jours, je crois, et puis on est monté à 150 000. Donc moi effectivement, Villebrequin, pour ceux qui n'ont pas suivi, ils ont quasiment levé 1 million. Mais après, tu vois, encore une fois, ils ont levé 1 million, mais combien ils ont payé derrière de trucs. C'est clair. C'est ça qui est horrible. Bah, surtout qu'ils aient fait une bonne vidéo explicative. Je crois qu'ils ont récupéré que 400 000 € au final sur l'argent levé. Donc, et puis après les 400 000, eux, ils ont dû prendre leur remplacement. Enfin, j'ai pas trop suivi, mais je sais que c'est assez dur parce que les gens font 150 000 € en plus pour créer une boîte, ils vous arnaquent et tout. Ouais, mais au final, je touchais que 50 000. Et puis au final, t'as eu ton suite presque au prix d'un suite unicorn. Donc, j'ai pas trop l'impression d'arnaquer, quoi, tu vois. C'était un peu la question qu'il y avait, quoi, sur est-ce que t'as pas l'impression d'en abuser. Alors, pour ceux qui ont suivi tes vidéos, effectivement, tu as un peu expliqué les différentes étapes et on a bien senti que ça a été compliqué. Et pour ceux qui n'ont pas forcément trop suivi, quelles ont été les difficultés un peu majeures que tu as connues pendant la construction de ce projet? En fait, j'ai racheté un fonds de commerce et le local était un peu niveau des normes, tout ça, c'était pas ouf. C'était quand même ouvert de base, mais il y avait pas mal de petits trucs à régler. Non, c'est juste que c'est, je sais pas, je viens de te dire, c'est ma vie en ce moment. C'est toujours, tout est nouveau et c'est toujours une source de stress, mais c'est du bon stress. Enfin, j'arrive toujours à trouver une solution. Je vois pas à chaque fois la fatalité. Je me dis, ok, je vais trouver ça, je vais me débrouiller. Et ça a été beaucoup plus compliqué parce que t'es dans un confort de YouTube où ça cartonne, y a pas de problème. T'as un confort de ta marque, ça se passe très bien. T'arrives sur un nouveau projet, c'est que des problèmes. Et t'es plus habitué. Mais moi, c'est ça qui me fait vibrer. Il faut qu'il y ait des soucis et tout. Et après,
bah c'est un nouveau truc, tu vois. J'avais 30 ans à peine à l'époque, j'arrive, il y a que des mecs de 50 ans qui ont des boîtes depuis des années. Tu veux quelle couleur pour le mur et ça, et en fait ils se disent c'est le fils de qui lui pour avoir de l'argent comme ça, pour tu vois, genre pour eux j'étais le fils de quelqu'un et puis j'étais le petit. Et je leur ai expliqué, je dis ah bah non, moi j'ai créé mes boîtes, je suis parti de zéro, j'avais une famille riche mais je suis parti de cette famille et j'ai jamais rien touché, et j'étais avec ma mère qui avait moins d'argent, et j'ai des valeurs du coup, et non, j'en suis arrivé là, j'ai bossé et tout, et du coup ils comprennent un peu le personnage, et parce que clairement pour eux j'étais un personnage, ils disent mais c'est qui ce gars, pourquoi il fait ça, quoi, pourquoi il fait un truc aussi gros, et bah en fait je me dis, tu vois, j'ai pas eu tant de soucis que ça, puisque ça m'a pas plus que ça marqué. J'en ai eu des soucis, c'est que des galères, c'est t'arrives à un moment, t'as un mec qui passe, il dit bah là vu l'état de la porte vous pourrez jamais ouvrir, donc il faut mettre une porte plus grande. Ok, bon bah 10 000 balles. Ok, là il faut un escalier. Je fais ouais, bah par contre il vous faut un escalier spécial. Enfin c'est que des trucs où aujourd'hui c'est ma enfin tu sais, quand je parle avec des entrepreneurs qui ont un projet, qui veulent se lancer, qui me posent des questions, je leur dis des trucs et je me surprends même, tu vois. Je dis ah mais là déjà au niveau des normes c'est pas bon, là il vous faut ça, ils sont en mode quoi, genre ah mais moi aussi j'étais pareil, je comprenais rien, et en fait c'est tu vois, t'apprends ça, quoi. Bah, l'exemple que j'ai, c'est qu'en ce moment, on est en train de faire une nouvelle activité dans le fond de la Nicorn House, il nous restait de la place. Et c'est un mec qui, en gros, loue la partie pour son activité. Mais je te dis, moi, je t'aide à faire le décor, tout ça. Et je passe mon temps à lui dire, ouais, mais non, les normes, bah, mais non, ça, mec, ça passe pas. Bah, là, s'il y a pas un mètre, techniquement, on n'est pas bon. Et en fait, les difficultés, ça a été ça, c'est découvrir un nouveau monde, en fait. Mais c'est toutes les difficultés d'entrepreneuriat. Un mec qui fait pas de montage et qui veut se lancer sur TikTok, il galère de ouf à faire des effets, tu vois. Je pense que moi, c'est la même chose. Genre, je veux me lancer et je suis en mode, bah là Valentin, au niveau de ton budget, c'est surtout ça, c'est de la gestion de budget que j'avais pas autant avant, de me dire ok, quel sacrifice je fais, comment je fais, peut-être le skatepark serait moins bien mais on aura une meilleure cuisine, enfin c'est des trucs où c'est pas des énormes problématiques, quoi. Si j'ai eu un appel 3 jours avant, un mois avant le contrôle, ou 2 semaines avant le contrôle, du pompier qui me dit vous avez de la mousse dans votre bâtiment. Je fais ouais, il y a un bac à mousse. Non, mais il y a des grands bacs à mousse. Je fais ah non, je les ai enlevés ceux-là, j'en ai juste laissé un petit pour le BMX. Ah bah vous ouvrirez pas. Je fais d'accord, mais comment ça? Je veux pas de mousse, c'est inflammable, c'est trop dangereux et tout. Je fais ok, je comprends, c'est les normes. Est-ce que vous avez des solutions à me proposer? Non, il y a pas de solution. Je fais non, mais je vais pas l'enlever le bac à mousse, je suis désolé, c'est important, c'est pour le sport, c'est des sportifs en fait, ils ont besoin d'un bac à mousse pour apprendre leurs tricks. Je veux pas le savoir et tout. Enfin, un peu. La conversation était très dure parce que moi ça fait 1 an, genre je commence à plus en pouvoir de tous les travaux, de tout ça. Et je vois enfin la lumière, et là il y a un mec qui met une barrière, il dit hop, tu verras jamais mon pote, et un peu agressif. Après en fait je comprends parce que c'est pas du tout son monde, il comprend pas moi tous les sacrifices que j'ai fait, donc je peux pas lui en vouloir. Lui c'est juste son boulot, et son boulot c'est d'expliquer les règles. Je lui dis mais je comprends pas comment ils font les trampolines park. Mais il me dit bah je sais pas. J'appelle les trampolines park, je leur demande, il dit bah tu sais, nous on dit que c'est pour des professionnels, ça passe toujours mieux. Je dis mais c'est faux, alors que moi clairement c'est vrai, c'est pour des professionnels. Et du coup, j'en parle à 2-3 contacts, j'explique à la mairie et tout, les contacts que j'ai là-bas, je leur dis vraiment, je suis désolé, mais moi, t'es presque en train de chialer, les gars. Ça fait 1 an, j'en peux plus, et là, on me dit que j'ouvre pas parce qu'il y a 4 cubes de mousse. Ah ouais, mais il y a plein de solutions, faudrait que tu les protèges dans un sac plastique. Enfin, je fais, ouais, d'accord, donc ça va me coûter genre encore 20 000 € pour avoir de la mousse rebondissante, parce que le plastique, c'est rebondissant. Enfin, il dit, tu sais quoi, on verra sur place, on trouvera une solution. Et en fait, il me dit, tu peux me prouver que t'arrives à sortir en moins de 45 secondes du bac à mousse? Je fais, ah ouais, bah alors là, mon pote, bien sûr. Bah alors là, tu vas voir que je vais sortir. Bah ouais, je suis sorti en 8 secondes. Fait, ah ok, je fais, bah ouais, en fait, vous savez, les riders, c'est des pros, et leur but, c'est pas de rester dans la mousse et de faire des roulades comme des enfants dans un trampoline park. Même les enfants, c'est même les pires, à peine ils sont dans la mousse, ils sont tellement légers, ils ressortent, ils lancent leur vélo et ils recommencent. Nous, les vieux, dès qu'on est dans la mousse, on dit, wow, allez, il faut sortir. Mais on sort parce qu'on sait qu'il y a des gens qui attendent. Mais c'est juste que je pense que c'est de l'inconnu pour eux, tu vois. Ouais, carrément. Et comme je pense que tu l'as aussi ce truc-là, comme t'es toi dans l'entrepreneuriat, dans toujours la découverte, la recherche, t'as du mal avec ces gens-là parce que tu te dis putain, il m'écoute pas, il comprend pas que c'est mon bébé et tout, tu vois. Moi, un mec, il vient et il me dit ouais, tu peux faire ça et tout, genre un peu agressivement, je comprends pas. Il me dit mec, tu peux faire ça parce que vraiment c'est important pour. Je fais ok, je comprends mieux, tu vois. Ouais. Bah après parce que c'est mon truc aussi, mais. Ouais, c'est sûr. Bah je comprends autant mieux que j'ai été 5 ans chef de projet dans le BTP, et donc je sais surtout pour l'établissement recevant du public à quel point c'est une galère infinie. En fait. Le truc, c'est que je reçois un DM d'un pompier, je sais pas quel âge il a, j'ai pas envie de le vexer, mais vraiment très cool, et il me dit mec, si tu veux, moi je suis ancien pompier, je faisais avant tout ce qui était ERP, tout ça, tous les tests et tout, est-ce que tu veux que je passe? Et je te dis ce qui va pas, quoi. Je dis putain mec, je te jure, si tu fais ça, tu me sauves la vie. Il rentre et tout, il me dit putain mais ça va et tout, je fais ça va pas, non. Fais-moi le truc le plus hard que tu peux, fais-moi chier sur tout mec. Et là, la visite des pompiers, c'est 3 jours après. En 3 jours, ah là, faut que tu fasses un mur, là, faut que tu fasses ça.
j'ai mes équipes qui me disent, on n'arrivera pas à faire un mur. Moi, je vais le faire, le mur. C'est pas grave si je dors pas. Moi, je veux pas, ça fait 1 an, je veux pas ne pas ouvrir à cause de ça. Ouais. Et en fait, la visite se passe, mais tellement bien. À part vite fait la mousse, mais le reste, ça va à une vitesse. Ouais. Ils voient le dossier. En fait, j'ai pris, tu sais, la PAV, qui gère, en gros, tous les trucs ERP, tout ça. Il a vu le dossier, il fait, oui, c'est bon. Ok, on va faire le tour. On m'a dit, mec, on a pour la journée, ça a duré 2 heures. Et là, ils sont repassés il y a pas longtemps, et là, par contre, c'était compliqué. Ah ouais. C'était en mode, ils ont mis avis défavorable, vous fermez dans 3 jours si c'est pas tout est rangé et tout. Ah ouais. J'ai tout rangé. Et c'est ça, en fait. Et tu vois, genre, sur le moment, mais ça me tend, ça tend l'équipe, c'est un moment dur. Et quand ça passe, tu vois, aujourd'hui, j'en rigole, je dis, on a failli faire, mais tu vois, c'est drôle. Parce que, genre, mais sur les 2-3 jours, là, mais moi, je dors pas, en fait. Je dors pas, les gars, moi, je prends le camion, on met tout chez moi s'il faut, on va trouver une solution, quoi. On se bouge le cul, en fait. Je pense que c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est on trouve des solutions. On n'abandonne pas. Comment tu vois le futur de la Unicorn House? J'ai l'impression que ça va encore plus vite que ce que je voulais. Je pense que c'est ce côté YouTube aussi. Et le futur, je te dirais presque qu'on y est aujourd'hui. C'est de l'événement. Okay. C'est de l'événement. C'est moi, mon vrai futur, c'est vraiment le parking. Faire des concerts de 3000 personnes sur le parking, c'est possible, je le sais, et j'aimerais trop faire ça. Le King of the Loop, c'était, comme j'ai dit à mon équipe, premier événement. Déjà dès le vendredi soir, on était à 1000%, tu vois. Il y avait rien de commencé, je dis non mais les gars, moi c'est trop bien. On a ramené 60 riders. Genre il y a personne qui fait ça en France, à part le FIS, mais c'est un autre délire, ils ont pas le même budget quoi. On a ramené 60 riders, l'ambiance elle était folle, les gens ils ont kiffé le bar. Moi j'ai des riders qui sont venus voir en mode mec, putain GG et tout, on voit de loin mais en vrai c'est beaucoup plus grand, et l'ambiance, putain les serveuses elles sont trop cool, et les burgers, enfin tu dis ok, c'est trop bien. Et je pense que c'est ça que je vois le futur, je le vois sur de l'événement, et que les gens se disent ça va pas, je veux Unicorn House. En vrai, c'est presque ce que j'aimerais entendre, tu vois. Et je l'ai tellement, ce discours, que il me fait moins de bien, mais tu vois, quand des moments où je vais pas bien, genre hier, j'étais un peu crevé de ma journée, et il y a un mec qui est venu me voir, il avait une petite bière dans le nez, donc je pense qu'il avait envie de s'exprimer, mais il m'a vraiment fait des compliments pendant 5 minutes, et j'ai cru que j'allais chialer tellement j'étais en mode, mec, putain, ça me remonte le moral et tout, et je pense que le futur pour moi c'est un lieu convivial et où il y a pas de jugement et tout le monde se sent heureux. Je pense que c'est le transférer tout ce que j'ai appris au Canada en France. Okay. Mais c'est un vrai défi parce que tu tutoies les gens, il y en a ils vrillent hein. On me tutoie ici? Oui, parce que tu es comme moi, tu es un humain et tout va bien, il y a pas de t'es plus important que moi. On a tous nos problèmes, on a tous notre vie et tout, il y a pas de c'est une culture à diffuser, C'est très dur. Là, ma vraie culture, ça serait la culture du pourboire à la canadienne, mais jamais j'y arriverais, tu vois. C'est clair. Mais c'est des petits trucs où j'ai toujours râlé quand j'ai vu ça, et je me dis, je ne peux pas râler de le voir dans un bar, enfin, de pas le voir dans un bar et de pas l'avoir dans le mien. Un truc tout con, tu sais, le ticket. Vous voulez votre ticket? Oui, non. Les gens, ils l'impriment, ils le mettent en boule, ils le jettent. Je suis en mode, appuie sur non. Je te jure que ça marche. Et si ça marche pas, t'appelles ta banque et ça dure 2 secondes. Ils font un truc à distance, ils t'expliquent comment faire et ça marche. Et ça, tu vois, j'en ai parlé en vidéo il y a, c'était en 2017, je crois. Je faisais une vidéo en disant, genre, je pète un câble. Je faisais une vidéo où je pète un câble et je parlais de ça. Et à un moment, je dis, non, mais les gens qui jettent les papiers, je ne comprends pas. Au Canada, il y a même pas de papier. C'est à toi de demander si t'en veux un. Personne fait ses comptes comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas sur ton téléphone, tu vois ce qui a été retiré ou pas. T'es pas à dire, alors attends, j'étais allé... Enfin, ça se fait plus, tu vois, et je me dis, mais c'est con, mais c'est des économies de papier. On a mis un cocktail de sécurité dans les toilettes. Si il y a une fille qui est en date et qu'elle se sent pas bien avec un mec, elle peut aller voir le bar. C'est des trucs logiques au Canada, tu vois. Et c'est ça, je me suis dit, je veux un endroit safe pour les gens, je veux un truc où on se sent bien, et je veux vraiment aussi tous les trucs que j'ai détestés ailleurs, je les veux pas chez moi, et je veux l'inverse, justement. C'est du boulot. Il y a tellement de choses à faire, tu vois. Même là, j'étais dans un resto ce midi, et je me dis, ça c'est cool ça, et du coup je sais qu'en rentrant je vais leur dire aux équipes, écoutez, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça trop cool, n'hésitez pas à le faire et tout. Et j'ai la chance d'avoir une équipe qui est hyper réactive. Comme je te disais, on fait un loup-garou, ok, mais les gars, on fait pas un loup-garou, on fait l'événement. Et je dis en plus, c'est ça, je dis, vous allez voir, il y aura 10 personnes peut-être, mais c'est déjà trop bien 10 personnes un loup-garou, parce qu'on fait des animations toute la soirée, et puis peut-être que dans 15 jours il y en aura peut-être 20, et puis peut-être que 30, et après on arrivera à un truc où on fera une soirée loup-garou géant avec 100 personnes. Je dis, les gars, il faut voir loin. Et je vous jure que si vous aimez ce que vous faites, ça arrivera. Et au pire, si ça arrive pas, vous aurez essayé, vous aurez kiffé la période d'essai. C'est vraiment un truc où t'as essayé ton truc. Bon, bah, tant pis, mais au moins, on a kiffé, tu vois. Et si t'as pas une vision comme ça, c'est pas vraiment le lieu où tu peux venir travailler à Unicorn House. C'est con, hein. Des fois, je suis un peu méchant, mais je suis en mode, si c'est juste pour être en cuisine ou c'est juste pour être serveur,
il y a plein d'endroits qui cherchent des gens et tu seras peut-être mieux payé, tu vois. Mais moi, ce que je peux t'offrir, c'est surtout ce côté, c'est cool en fait. Genre si tu kiffes, t'as des idées, je les écoute et tout, ils ont tous mon numéro, ils peuvent me parler s'il y a un problème et ils le savent et je me dis c'est une logique, tu vois. Je leur dis c'est pas mon projet, c'est notre projet. Genre, on est ensemble là-dedans. C'est juste que si ça se passe mal, c'est pour moi que ça se passe mal. Donc vous avez la chance d'avoir un salaire fixe et de kiffer. Je dis moi j'ai pas de salaire chez Unicorn House, mais je kiffe, tu vois. Je m'y sens bien, donc je me dis tant que je m'y sens bien, ça veut dire que les gens aussi s'y sentent bien. Ouais, c'est clair. Si tu pouvais recommencer Unicorn et puis Unicorn House qui est dans la continuité, from scratch, qu'est-ce que tu ferais? Je pense que Unicorn, je ferais peut-être des tarifs plus élevés pour être vendu en distribution. Okay. Dans des shops de skate, tout ça, pour un peu plus parler de la marque rapidement. Et après, tu sais, je peux vraiment te faire la réponse de l'entrepreneur de te dire je ne referai rien puisque tous ces échecs ne sont au final que des apprentissages. Non, j'ai pas. La tarification, c'est un frein pour rentrer dans des boutiques? Ah bah oui, forcément, parce que eux, tu vois, ils ont, enfin, je te prends l'exemple du t-shirt Adidas, pas Adidas, mais t-shirt, si Adidas, je crois, t-shirt de foot équipe de France. Il y avait un scandale pendant un mois, ils disaient ouais, il coûte 5 € à produire. Donc les gens disaient bah vendez-le au moins 7, vous faites 2 € de bénéfice, c'est bien. Mais en fait, il coûte 5 € à produire. Ensuite, il y a le transport. Ensuite, il faut payer les graphistes qui ont designé ça. Il faut payer les gens qui ont fait la com. Il faut payer les équipes. Il faut payer tout le monde. Donc déjà, en fait, ton t-shirt, il arrive déjà à 35. Ensuite, le shop qui l'achète 35, il a un loyer, il a l'électricité, il a des frais, il a des employés, il a des problèmes, il a aussi besoin de se faire de l'argent. Donc en fait, le prix est calculé pour ça. En fait, les prix sont calculés pour que ça soit au minimum, enfin que tout le monde soit gagnant. Et moi, mes Switch, je les vends 40 balles. Sachant que ce que je te disais au début, mon Switch, je le vends 40 balles, je l'achète 20, il me coûte 10 en envoi. Bah même si en fait en gros un mec me l'achèterait 20, donc en fait je ferais 0 bénéf, j'aurais ma marque partout mais je ferais pas de bénéf. Et du coup les gens achèteraient moins chez moi puisque j'achèterais dans leurs shops locaux. Donc en fait c'est hyper compliqué, tu vois. Donc c'est vraiment le truc, mais après pour de vrai je ferais pas tant de trucs que ça. Et après bah sur Unicorn House, franchement j'essaye de pas penser à ça parce que je trouve que c'est un peu c'est pas bon de réfléchir comme ça. Je comprends ta question et tout, mais tu vois je suis en mode j'ai pas envie de me poser la question de comment je referais ça. Si, forcément, je pense que j'aurai des équipes aussi différentes parce que on n'a pas eu la même philosophie. Il y a des gens qui sont là depuis le début et c'est trop bien. Il y en a pas eu la même philosophie et je me dis mince, on aurait peut-être, lui aurait peut-être pu être plus épanoui de son côté et moi aussi, j'aurais peut-être pu mieux faire tourner ma boîte. Je sais pas, c'est pas des questions que je me pose vraiment. Ouais, c'est peut-être parce que vous étiez pas forcément alignés sur la vision du truc et toi tu voulais plus ce que tu disais justement, que les employés se sentent investis un peu de la mission. C'est ça. Ouais. C'est avoir cette vision et puis bah c'est après tu sais c'est aussi la vie genre tu peux comme dans l'amitié, tu peux être hyper pote avec quelqu'un et puis du jour au lendemain je sais pas, il rencontre une meuf, je pense qu'on l'a tous connu ce truc. T'as ton pote, il rencontre une meuf, c'est plus ton pote. Bizarrement, il est jamais là et tout. Il est plus avec sa meuf, il revient, mais tu vois genre c'est ce délire de se dire il faut jamais je pense que c'est peut-être ça où j'aurais peut-être si j'avais recommencé depuis le début, j'aurais été différent au niveau de ma gestion des salariés, des employés, enfin j'aurais une vision différente. Ouais. Le textile aujourd'hui, vous êtes distribué dans d'autres points de vente ou c'est quasi exclusivement à l'Unicorn House, c'est en ligne? C'est ça, Unicorn House c'est en ligne. On a eu des shops pendant un moment mais on n'a pas refait le truc. Ouais, des pop-up. Ouais, et des pop-up bien sûr qu'on fait, tu vois, là on est en train de négocier avec le FIS. Okay. On en a fait un récemment au salon du 2 roues à Lyon. Okay. Et puis après, on va reprendre tranquillement la période pop-up qu'on a pu faire. Mais je pense que là, ça va être la même chose. On va essayer de s'associer avec des shops de tatouage, des trucs comme ça, en disant, les gars, on est une marque, on colle dans l'esprit. Nous, on fait de la mise en avant, on fait de la mise en avant. Je pense que c'est aussi ça un peu et j'ai envie de dire, les temps sont durs pour beaucoup d'entreprises. Ouais. Et je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Faut pas se tirer dans les pattes. Il faut plutôt tous s'entraider parce que je pense que beaucoup sont dans des galères folles. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'il y a un échec en particulier sur lequel tu as pu capitaliser et qui t'a permis d'apprendre des choses, de voir différemment certains événements J'ai un échec qui aujourd'hui, plus envie d'en parler, mais en gros j'ai fait un shop à Paris. Je crois fin 2018 pour Noël. Je fais un shop à Paris, je suis à côté de la boutique Suprême, je suis trop bien placé. Je fais le shop et en fait très mauvaise gestion du budget parce qu'en gros le shop je vais aller dans l'autre sens comme ça tu vas faire trop bien et en fait non. le shop nous rapporte 150 000 €. Ok. Sur une semaine,
Pour une marque de vêtements, waouh, le shop nous coûte 160 000 €. Ah ouais, dommage. En fait, l'équipe à l'époque a dit, bon, on va prendre les riders de la team pour gérer le shop. Erreur, parce que c'est pas leur boulot. Ouais. Tu vois, mais c'est juste de la mauvaise gestion, en fait. Je pense que c'est ça. Mais c'est des erreurs qu'on a faites. C'est pas la fin du monde, tu vois, parce qu'au final, ça a peut-être, on a perdu 10 000 €, mais on a eu une putain de com, il y a eu tout un truc, et puis j'avais fait vraiment un magasin, en fait, si tu veux. Tu rentrais comme à Disney dans une petite pièce où il y avait un faux bateau avec une sirène, de l'eau, de la musique, il y avait des fringues un peu, des caisses et tout, genre tu sais, c'est la salle d'attente. Et après tu rentrais dans un magasin en serpent, tu disais ce que tu voulais, il y avait un vendeur qui se baladait un peu, et après t'avais 3 caisses, ça vraiment ça débitait. Là les gens, je sais pas combien on a fait de ventes, mais on avait beaucoup 150 000, ouais. Et c'était encore quand c'était vraiment dans des tarifs pas chers parce que le textile coûtait pas aussi cher qu'aujourd'hui. Et une fois que t'avais payé, t'avais un drive. Donc t'avais une petite fenêtre, on te filait ton sac et hop, tu ressortais par une autre porte. Et du coup, les gens, il y avait une queue de 1 heure dehors. Ouais. Le truc le plus fou, c'est qu'il y avait des Japonais qui venaient, ils achetaient tout le magasin. Ah ouais. 500 balles. Tu vois, genre toute la collection, ça coûtait 500 balles en tout. Ah, ils prenaient tout. Ils savaient même pas pourquoi. Ils disaient, ouais, on a vu du monde. En fait, il y a la queue à Suprême, il y a la queue à côté pour nous. Et du coup, ça enchaînait toute la journée. Et ouais, là, c'est un échec parce que clairement, aujourd'hui, je te refais le même truc. Ça me coûte 75 000 €, je pense, ou 60 000 € entre l'emplacement, la livraison, tout ça, ma gestion d'équipe. Mais en fait, on a fait venir les riders et en plus, on leur a payé l'hébergement. Donc, ça a été un peu un gouffre financier. Et voilà, c'est un échec, mais moi, j'ai kiffé le moment, tu vois. Je me suis pas pendant des mois dit, oh putain, qu'est-ce qu'on est con. Aujourd'hui, je me dis, c'est très con. Mais ça te fait, t'apprends. Ouais. Heureusement. Si t'apprends rien, non, c'est clair. T'imagines, tout marche, il y a un problème. Oui, c'est sûr. Alors, justement, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voulait se lancer, dans le textile ou dans l'événementiel, pour faire le parallèle avec Unicorn House, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Je pense que si tu veux te lancer dans le textile, au début, fais-le tranquillement, pars pas dans tous les sens. Tu vois, il y a un mec, il est venu un jour me parler, il m'a dit, comment on dépose une marque? Je lui ai dit, je sais pas, t'as 50 000 €. Il dit, ah ouais, c'est ce prix-là? Je fais, bah oui, mec, mais si tu peux la déposer en France, c'est 800 €. Si tu la déposer dans le monde, puis c'est pas c'est pas toi qui le fais, il faut un avocat. Enfin, moi, je l'ai fait, c'est un bordel, mais c'est pas possible, tu vois. Ça a duré au bout de 2 ans. C'est bon, vous êtes validé aux États-Unis. Je fais, waouh! Génial. Super! Je sais même pas que je l'avais fait, je m'en rappelais plus. Mais, non, le conseil, c'est doucement, pré-shot avec des potes, presque, vois avec tes potes et tout, j'ai envie de faire ça, et vis le truc, tu vois, je pense que c'est vraiment ça, à chaque fois, va pas trop vite, essaie d'être très original, et fais surtout pas ça pour l'argent, de toute façon, c'est toujours la même phrase, je pense, d'entrepreneuriat. Mais je pense que ça soit du textile ou même n'importe quelle boîte, c'est ça, en fait, ça te plaît, donne tout, tu vois. Et moi, j'ai des gens qui viennent des fois me voir, ouais, comment t'as fait, tout ça, des mecs, je fais du montage et tout, mais j'arrive pas à percer, là, je fais une vidéo par semaine, je fais en 2. Moi, mais j'ai pas le temps. Je fais, qu'est-ce que tu fais là dans le bar? Il est 20h. Bah, mais je suis avec mes potes. Tu vois, ça commence par là. Je dis, moi, les gens ne le savent pas, mais j'ai passé des soirées tout seul devant mon PC à faire des montages jusqu'à je sais pas quelle heure. Mais j'ai jamais vu ça comme faut que je travaille là. C'est en mode, c'est trop bien. Tu vois, l'exemple tout con, il y a pas longtemps, là, on a refait Mario Kart, édition 2, avec des sièges baquets, tout ça, dans la Unicorn House. Et on avait fait un il y a 2-3 mois. Et c'est un jour avant, il est 23h, et je fais, allez, je vais faire une petite animation, pour comme ça, on mettra sur les deux projecteurs, et on verra des kartings qui tournent sur eux-mêmes, avec écrit Mario, Unicorn House et tout. Ouais, je pense, j'ai arrêté à 1h du matin. J'arrête pas de recommencer. J'étais pas content. Je dis, non, c'est pas ça que je veux faire, je refais. Et je me rends pas compte qu'il est 1h du mat, tu vois. Ouais. Je fais mon truc et je fais, oh putain, déjà 1h et tout. Ouais. Et du coup, je l'envoie et je suis en mode, ça va être, moi, je suis vraiment un peu le patron boulet. Ça va, ça vous plaît? Alors que plein de patrons sont en mode, j'ai fait ça, vous le mettez, en fait. Et moi, je suis en mode, vous trouvez ça cool et tout. Et du coup, bah ouais, alors prochaine fois, c'est de faire ça. Enfin, il y a une vraie communication et tu vois, en fait, je pense que t'as tellement de trucs chiants dans n'importe quel métier d'entrepreneuriat que si déjà de base, tu fais ça pour l'argent ou parce que tu penses que tu vas être libre et tout, arrête maintenant, quoi. Si tu kiffes pas ce que t'es en train de faire, arrête. C'est aussi simple que ça. Mais je pense que c'est tous les boulots qui sont comme ça. Ouais. C'est juste même la vie, en fait. Si t'aimes pas, arrête, quoi. Genre, je sais que c'est simple à dire, mais fais pas ça. Ouais, c'est sûr. Bah, en l'occurrence, en plus, t'es ton propre patron, donc ça résonne d'autant plus, quoi. Oui, mais tu vois, quelqu'un qui va me dire, je sais pas, il va dire, je sais pas, je vais faire du stand-up, tu vas parler à un mec qui fait du stand-up, comment t'as fait pour percer, tout ça, j'ai travaillé, ouais, mais sérieusement, comment t'as fait, tu as pas 2-3 conseils, mec, boss, ouais, mais moi, des fois, j'ai un peu la flemme, fais autre chose.
Si t'as la flemme, fais autre chose. C'est Paul Mirabel qui racontait ça. Oui, qui racontait ça aussi, oui. C'est fou comme anecdote. Genre, ouais, mais tu vois, un truc tout con, moi là, je suis en train de faire des plans d'une nouvelle activité. J'ai fait des plans 3D, avec un logiciel qui est pas très bon, donc je galère un peu, mais dès qu'on a fini les plans en vrai, j'ai remesuré, j'ai remis sur mon plan, alors que ça ne sert absolument à rien, mais au moins j'ai les vrais trucs et tout, et j'ai réimprimé pour les gars qui m'aident et tout, en me disant, voilà, maintenant les plans officiels, regardez au niveau de tout ça. Je pense que c'est ça, en fait, c'est la passion. Fais-toi plaisir, quoi. Fais-toi plaisir. Si tu te forces, c'est pas bon signe. Il y a une idée ou un concept que t'as pas fait ou fait et que tu regrettes un peu? Là, comme ça, pas vraiment. Je sais pas s'il y a des choses. Bah après, je pense que si, sur YouTube, niveau concept vidéo, il y a tellement de trucs. Enfin, j'ai créé des concepts. Encore une fois, attention, c'est très prétentieux, mais par exemple, combat de robots. Je pense que je peux dire, même si c'est un truc ricain, je peux dire, bah, je l'ai fait à ma façon, avec des voitures téléguidées, on accroche des tronçonneuses, des trucs dessus, et on se bat dans une arène, tu vois. La première vidéo, c'était en palette, avec une pelle accrochée sur une voiture, et on s'amusait à se taper dedans, quoi. Et puis la dernière vidéo, c'est une arène en plexi, avec des voitures qui peuvent porter jusqu'à 100 kilos et qui perdent pas d'accélération. Et il y a genre 4 meuleuses qui arrivent en face à face, il y a tout qui explose, il y a des étincelles de partout, il y a le feu. Ouais, tu vois, je me dis, l'évolution, elle est folle et tout. Pour moi, ça, c'est un concept. Et en gros, des concepts comme ça, sur ma chaîne, j'ai dû en avoir une dizaine où j'ai mis ma personnalité sur un concept. Il y en a 50 que j'ai encore dans ma tête, et il y en a 50 qui sont écrits. J'ai des PDF d'idées. C'est des budgets, en fait, que j'ai pas. Tout simplement. Il y a des trucs où je me dis, je referais bien, tu vois, un espèce de burger quiz à ma façon, avec des couples qui se battent, plutôt qu'avoir en fait, j'ai beaucoup de potes, enfin, de couples de potes, et j'ai vraiment envie de les mettre de foutre la merde, en fait. Tu vois, genre de dire, genre vraiment juste de les voir s'engueuler, ils me font trop rire quand ils s'engueulent parce que c'est bienveillant, tu vois. C'est de la taquinerie. Et ils me font trop rire. Je dis, j'aimerais trop faire un truc. Mais tu vois, c'est un budget. Alors après, je pourrais le faire à l'arrache. Vas-y, je mets 2 tables et je fais le truc. Mais, c'est un petit, ça c'est l'idée parmi tant d'autres, tu vois, mais, j'en ai plein, j'en ai plein. Ok. Alors je parlais un peu plus spécifiquement de ce que vous faites chez Unicorn, et puis toi, à titre personnel, un peu tes bottes secrètes. Selon toi, qu'est-ce que vous faites chez Unicorn qui vous permet de vous différencier de la concurrence? Je pense que c'est la qualité, pour de vrai. C'est vraiment un truc qui revient tout le temps, et c'est très dur. Parce que je peux te le dire autant que je veux en vidéo, je peux le dire autant que je veux en face, tu vas me dire, bah oui, forcément que tu vends de la qualité. Et c'est presque une phrase, tu vois, ça fait très marché, quoi. Bah, c'est de la qualité, mais allez-y, profitez-en. Et, non, je pense que c'est aussi l'écoute du client, tu vois, qui revient et qui me dit, putain, j'ai kiffé la qualité, j'ai kiffé ce logo, vous voulez pas le refaire? Et en fait, quand on voit qu'il y en a quand même 10 qui viennent nous dire la même chose, on se dit, ok, on va peut-être retravailler là-dessus. Je pense que c'est la qualité, c'est la proximité, et puis c'est comment dire, c'est peut-être pas le bon mot, mais on prouve que on prend pas juste l'argent pour prendre l'argent, tu vois. Le nombre de riders qui me le disent, pourquoi t'achètes pas une voiture au lieu de faire une marque de fringues? Je dis pas parce que j'ai envie que les gamins ils vibrent, et j'ai envie de faire des événements de ouf, quoi. Et c'est ce qu'on a fait, tu vois, avec le King of the Loop, moi, c'est trop bien. Donc je pense que c'est ça, c'est montrer qu'on se fout pas de la gueule des gens, avoir un produit de qualité et avoir des investissements derrière de qualité. Et je pense que la Unicorn House, ça prouve assez de choses, tu vois, genre j'ai souvent été critiqué parce que comme on disait dans le reportage King of the Loop, c'est qui se paumait, qui vient là, il fait 2-3 tricks et il croit que c'est le meilleur, alors que pas du tout, tu vois. J'arrive en mode moi je veux juste faire du vélo et montrer que c'est trop bien. Quand j'ai annoncé le projet Unicorn House, j'ai eu genre oh ce mec il est fou, en fait il est fou, il est juste fou, c'est ça, en fait, c'est un malade, il réfléchit pas vraiment, il a envie de faire son skatepark, fait son skatepark. Et ça a beaucoup calmé le truc, mais du coup c'était un peu, je pense que c'est un peu ça, tu vois, nous on montre, tu vois. T'as beaucoup de marques, je suis pas là pour balancer sur des youtubeurs ou des trucs comme ça, mais t'as beaucoup de marques où c'est de la qualité, et en fait le mec il a pris un truc tout fait, il a juste mis un logo et voilà, et il vend son truc et dit c'est pour financer tel projet, alors que pas du tout. Ça s'est vu et revu, et nous je pense qu'on essaye de faire au max. Mais j'ai encore une équipe à payer à chaque fois, donc tu vois, je pourrais toujours faire mieux, mais c'est bien sûr. C'est un budget, quoi. Et toi, à titre individuel, qu'est-ce que tu penses que tu fais pour être meilleur? Je me remets beaucoup en question. Peut-être des fois trop, et je me laisse peut-être du coup trop avoir, tu vois, je me remets en question et je vais me dire putain, là j'ai pas été bon, vas-y, ou j'ai mal agi, donc ok, faut que je change ça. Puis en fait du coup mais t'es devenu ça maintenant, oui, non, faut que je le rechange. Je pense que c'est ça, et pour de vrai, je pense que j'essaie d'être toujours à l'écoute et d'être c'est ça, ça va ensemble, la remise en question et être à l'écoute. J'essaie de voir des humains dans les gens, et c'est des fois c'est dur parce qu'il y a des gens, genre un client qui te pète un câble dessus, t'es en mode
je vais chercher l'humain qui est en toi, mais c'est très très dur. Mais on va trouver une solution, on va se calmer tous les deux et tout. Et non, je pense que c'est ça. Et après, pour de vrai, je m'en rends peut-être pas compte. Ça, c'est vraiment le genre de question pour moi où les gens ils vont répondre à ma place, tu vois. Genre, mais Valentin, mais tout ce qu'il fait et tout. Moi, je suis en mode, ah non, pas du tout. Moi, tu vois, par exemple, si en bricolage, j'ai fait des vidéos de bricolage chez moi, tu regardes la première vidéo, tu regardes la dernière, il y a une évolution, mais je me suis pas dit, ok, je vais devenir un expert de bricolage. Plutôt, je vais me faire plaisir, puis je vais prendre du skill sans m'en rendre compte, quoi. Donc, c'est ça, c'est de la remise en question et de la beaucoup de curiosité. Tu vois, genre, comment on fait ça? Ah ouais, vas-y, je vais chercher. Même, tu vois, ChatGPT, j'ai toujours été en mode, non, Valentin, ça va te pourrir ta vie parce que tu vas passer ta vie dessus. Ne mets pas le doigt dedans. Bonjour ChatGPT, comment améliorer la qualité de son bar? Zip, ok, genre, tu sais, c'est en mode, ok, c'est parti. Du coup, enfin, tu vois, genre, j'ai commencé à faire la nouvelle activité et je dis, alors, fais-moi un décor dans ce délire-là. Ok, ça j'aime bien, mais après, j'ai sur mid-journée, je tape les trucs, mais genre, ça, pour moi, c'est s'améliorer, tu vois. C'est pas ChatGPT, écris-moi le mail à ma place, mais plutôt, ok, j'ai envie de faire ça. Attends, vas-y, réfléchis. En fait, pour moi, c'est genre moi, tu sais, genre, c'est un deuxième mois. Ok, fais ça pendant ce temps, je réfléchis. Oh, ça m'a donné une idée. Enfin, je pense que j'essaie de l'améliorer en permanence. Parce que pour moi, je pense que tu peux pas, je crois que c'était, Jacques Brel qui disait ça. Tu peux pas t'arrêter. Tu peux pas dire, ouais, ça va, je suis bien. Tu sais, je suis heureux. Voilà. Non, faut toujours en vouloir plus. Enfin, pour moi, on a tous un but, on peut tous aider les autres. Tu vois, si tout le monde aidait les autres, ça serait fou. Et je me dis, il faut toujours réussir à donner plus et à s'améliorer encore plus pour essayer d'aider plus les gens, quoi. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'il y a un conseil, justement, qu'on t'a donné dans la vie qui a un peu changé beaucoup de choses sur ta vision, sur aussi bien le travail que le perso? J'en ai un récemment. Okay. Ça, je pense que les gens vont pas du tout, ça va pas leur plaire. Un pote m'a dit, tu sais, il y a beaucoup de gens qui te voient comme un connard. Tu devrais être un connard pour peut-être leur donner raison et tu serais peut-être moins de prendre la tête à essayer de te défendre sur des trucs et tout. Et l'autre conseil, c'est pas un conseil, mais c'est une phrase du coup qui rejoint un peu ce que j'ai dit juste avant. En fait, je venais de me faire défoncer par un YouTuber sur des réseaux. Enfin, c'est pas important, mais en gros, j'étais un peu peiné parce que c'était un ami de base et tout, et ça s'était mal terminé. Et en fait, il y a un gars qui vient pour livrer du bois à l'Unicorn House. Et tu sais, je suis tout seul, je suis en train de faire les travaux, j'en peux plus, je vois ça, je suis en mode putain mec, pourquoi tu fais ça et tout. Il me dit, mais tu sais Valentin, tu sais, je t'explique un peu, mais sans dire les termes, tout ça. Et il me dit, mais tu sais Valentin, c'est très simple, la vie, moi je suis plus âgé que toi, la vie elle est très simple. Les gens mauvais ils sont ensemble, et les gens bien ils sont ensemble. Tu te trouves de quel côté? Et putain, j'étais en mode, ok, super, merci. Genre vraiment, je te dis, ok, ça, c'est un conseil que je réfléchis tout le temps, tu vois. Et quand je m'embrouille avec quelqu'un, parce que je suis humain, je me dis, ok, bah, c'est juste qu'on n'est pas du même côté. C'est pas grave, tu vois. Peut-être que lui, de son côté, il est bon et moi, je suis mauvais, et dans mon sens, c'est l'inverse. Donc, je pense que c'est ça, ce conseil aussi qu'on m'a donné, c'est que tu pourras pas plaire à tout le monde. Il faut que tu fasses ta vie, et il faut pas que je réagisse aux critiques. J'ai un moment où je réagissais trop critique et c'est mauvais, tu vois, parce que du coup, tu sais, c'est très simple. Quelqu'un qui t'aime pas, il va te démonter, tu réagis à sa critique, il va en mettre une couche. Il va pas dire, ah, j'avoue, t'as raison. T'as déjà vu quelqu'un qui t'aime pas te dire, non, bah, j'avoue, là, tu as raison. Moi, ça m'arrive des fois de défendre des gens que j'aime pas et les gens se disent, mais je crois que tu l'aimais pas. Je dis, c'est pas parce que je l'aime pas que je peux pas le défendre. Il a des points positifs et négatifs pour moi, mais je pense que c'est ça le gros résumé, c'est essayer d'être plus humain et ceux qui veulent pas te suivre, tant pis, quoi. Tu auras pas tout le monde de ton côté. Voilà, c'est ça. C'est faux. Et avec du recul, oui, heureusement. Si t'as tout le monde de ton côté, c'est pas bon signe. Ça veut dire que ça veut dire que t'as tout le monde, quoi. Donc c'est bizarre que tout le monde t'aime bien, tu vois. Et puis en plus avec les réseaux aujourd'hui, c'est très dur enfin, faut presque plus rien dire, tu vois. Sinon t'es trop détesté, t'es trop aimé. Moi maintenant je fais mon petit truc. Moi franchement aujourd'hui j'arrive à vraiment, c'est encore un peu dur, mais j'essaye de je me dis, mais en fait Valentin, pourquoi tu te prends la tête avec Dylan 16 ans alors que gros t'as ouvert la Unicorn House, t'as ça à gérer, en fait. Et je pense pas que Dylan 16 ans, il est en train de te prendre la tête, alors que clairement, t'as d'autres problèmes à gérer. Arrête de réfléchir à ça, quoi. Mais c'est ce qui est très dur, je pense. C'est que lui, lâche son petit passage de haine. Toi, ça va te toucher, ça va te rester. Lui, il s'en moque complètement. Et même si, effectivement, t'as de la notoriété, t'as déjà fait plein de choses, je pense que malheureusement, la critique, c'est toujours dur. C'est humain. Et je sais pas si t'as vu, j'avais partagé moi en story il y a pas longtemps, les gens étaient trop hackés, des moments, ça va mec, ça va, c'est juste que je trouvais ça très vrai. En gros, le mec il prend un bol d'eau et il dit voilà 99% de mes commentaires, et il prend 2 gouttes d'encre et il fait voilà les 2% de rageux, tac, un 3% de rageux. Et ça colorait tout le bol. Et ça colorait tout le bol. Et il dit regardez, j'ai beau rajouter de l'eau, ça change pas de couleur. Et j'étais en mode,
mais putain, mais oui. Mais oui, mais je peux pas changer la couleur, en fait. Je peux pas, si les gens, ils aiment pas, c'est comme si je disais, mais tout le monde doit venir à Unicorn House à Angers. Mais non, il y a des gens, ils aiment pas. J'ai du mal à comprendre. Les gars, c'est trop bien ici. C'est trop bien ici. Ouais, non, ça j'aime pas. Ok, bon, bah, tant pis, tu vois. Et je pense que, ouais, c'est le vrai conseil qu'on m'a donné et qui me marque vraiment, c'est ça. C'est Valentin, arrête de vouloir plaire. Essaie déjà de te plaire à toi. Et puis, tant pis, de toute façon, c'est sûr. Mais si toi, t'aimes pas tout le monde, je dis, bah non, ça, c'est sûr. Tu vois, j'aime pas tout le monde. Mais, ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est clair. Est-ce que dans ce prolongement-là, il y a des choses sur lesquelles tu aurais aimé travailler sur toi, que ce soit des compétences ou sur voilà du psy ou du développement personnel, quelque chose dont t'as pas forcément eu le temps, mais que tu aimerais travailler à l'avenir? Les deux choses, je pense, c'est le management, tu vois, d'équipe. Pour le côté pro, on va dire. Et en perso, bah, ça rejoint ce que je disais avant, c'est de moins se prendre la tête sur les critiques. Mais ça, je pense que j'ai encore vu une interview de, je sais plus son nom, le gars qui a fait la série avec les rappeurs là sur Canal, Franck Gastanvi qui disait j'ai ce problème de quand un mec dit j'aime pas ton film, ça me touche de ouf et il dit mais je pense que c'est les gens hypersensibles qui sont comme ça et du coup je vais pas dire je m'identifie en tant qu'hypersensible, je sais pas, c'est pas ça, mais je me dis vraiment que ouais j'ai un problème par rapport à ça, je me fais... Puis tu sais, en fait, c'est con, parce que dès que tu dis t'as un problème par rapport à ça, il y en a, ils disent « Ah ouais, t'as un problème, regarde, pauvre merde, oh, ça fait mal ou pas ?» Et du coup, bah non, j'apprends à... Je pense que, ouais, c'est ça, c'est continuer à apprendre à dissocier, c'est ce que je dis, Dylan, 16 ans, qui a rien compris et qui est en mode c'est toi qui as l'argent de YouTube, tu vois, et le mec de 35 ans qui vient et qui me dit « Mec, là, ta boîte, t'aurais peut-être pas dû faire ça. » Je l'écoute beaucoup plus. Mais j'ai justement, en fait, tu vois, j'en parlais encore avec un investisseur il y a pas longtemps et il me disait mais c'est normal Valentin que tu te prennes la tête. Et le gars il avait 50 ans et on discutait tout. Je dis ouais mais toi tu vois là tu viens de créer un nouveau projet, ça va mais tous les jours les critiques je les prends, ça me fait mal. Mais il était hyper heureux, il avait une pêche ce gars que je me dis waouh, je vais être comme toi en fait. Il me dit bah oui ça me fait chier mais franchement je suis content, tu vois, je vais pas me prendre la tête parce qu'il y a un mec qui m'a critiqué. Au contraire, ça veut dire qu'il faut que je m'améliore, que j'avance. Et en fait c'est ça, c'est réussir à transférer l'énergie négative des gens en boost. Et des fois j'y arrive et des fois c'est trop quoi. Ouais, ou alors faudrait que c'est important d'avoir des feedbacks bien sûr parce que ça te permet d'évoluer, mais effectivement comme on disait il y a une grande part qui a un peu de la haine, alors faudrait presque te couper des réseaux, mais c'est ce que du coup je fais maintenant en ce moment là, tu vois, ça fait très longtemps que j'ai pas fait vraiment 4 jours où je suis une semaine loin de tout ça et j'ai pris de l'avance sur mon travail donc je peux le faire. Mais ouais, c'est vrai que c'est des fois c'est dur. Ouais, ou qu'il y a des gens qui lisent les commentaires pour toi, qui te fassent une synthèse de ce qui est bien ou pas. J'ai ça aussi, mais après c'est quand même important de lire aussi. Ouais, bien sûr. Et pour répondre. Oui, c'est ça. Certaines choses. Et je suis content parce que bah tu vois, j'ai 3 millions d'abonnés, mais ma communauté elle est pas de 3 millions, elle est un peu moindre et tout, mais ce qui est très cool par contre, c'est qu'elle est très soudée. C'est des gens qui me suivent et qui suivent à fond mes projets, tu vois, c'est pas tiens, on va regarder l'autre là, c'est vraiment j'aime bien Valentin donc je vais vraiment regarder tout à fond. Et sur les vidéos de travaux, je fais n'importe quoi. Il y a des trucs, je fais des trucs avec des outils, mais genre. Parfois, c'est limite en termes de sécu, hein, ouais, c'est ça. Même moi, je suis en mode, wow! Genre là, tu vois, il y a pas longtemps, bah, j'ai pété tout un mur et tout. Et je regarde les rushs et je vois vraiment les bouts de béton qui frôlent ma tête et tout. Alors, j'ai un casque, mais vraiment, je suis en dessous et je tape alors que je suis en dessous. Je suis en mode, wow, le boulet, quoi. Et après, je l'explique beaucoup aussi aux gens. Je dis, franchement, je suis pas du tout contre les critiques et tout. Mais écrivez-moi ça bien. Et le mec qui arrive, c'est de la merde ton truc, c'est en mode bon bah en fait tu vois avant ça m'atteignait pour de vrai, hein, t'es en mode waouh, tu sais en fait les gens se rendent pas compte, c'est ton bébé et tout, c'est ton truc et c'est ton projet, même si bon non tu filmes tes travaux, mais en fait c'est pas je filme mes travaux, c'est écrit les vidéos, il y a un planning, tu vois et puis il y a des vannes recherchées, genre moi genre je fais un tour 2 jours avant dans la pièce, je note tout ce que j'ai à faire, pas faire et tout, tu vois. Donc non, j'ai quand même la chance d'avoir une communauté qui peut des fois être critique, mais bien, tu vois. Ouais. C'est de la merde, j'aurais pas fait ça comme ça. C'est, c'est pas mal, je comprends que t'es un peu galéré, mais si tu veux, la prochaine fois, hésite pas, tu vois, à mettre des lunettes, par exemple. Par exemple. Juste pour commencer. Ouais, c'est clair. Si tu pouvais rencontrer n'importe quel entrepreneur français, t'avais carte blanche, tu peux discuter 1 heure avec lui de ce dont tu as envie. Qui est-ce que ce serait? Entrepreneuse, bien sûr. Wow. J'avais vu ta question, mais j'ai toujours pas trouvé la réponse.
Pour de vrai, je sais pas. Tu vois, je suis en train de préparer un projet de Tour de France d'entrepreneur. Ouais. Et je pense qu'il y a tout à prendre chez tout le monde. Regarde, un truc tout con, le mec qui m'a livré le bois, il m'a donné une punchline qui m'a vraiment changé. Ouais. Dès qu'il m'a dit sa punchline, j'étais en mode, ouais, putain, mais ouais, mec. Et pour moi, c'est tout le monde, tu vois. Et j'ai des potes qui sont pas du tout, ils s'en foutent de ce que je suis en train de faire sur YouTube, ils s'en foutent de Nick Cornhouse, ils sont passés, mec, tu sais que moi je suis dans un bar, ils ont fait ça. Mais oui. Mais en fait, je pense que c'est pas les entrepreneurs que j'ai envie de rencontrer, c'est les gens, j'ai envie d'écouter les gens. Alors après, attention, t'as des conseils des fois. Tu devrais faire une terrasse sur le toit. Oui. Oui. Tu as 1 million à me prêter parce qu'il faut faire toute la structure là. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Mais non, en entrepreneur, j'ai pas de gens vraiment qui me fascinent. Enfin, pour moi, on a tous un peu le même niveau entre guillemets. Et si j'irais peut-être quand même voir quelqu'un qui fait des franchises pour un peu comprendre comment ça marche comme système, mais puis je suis pas encore j'ai encore besoin d'apprendre par moi-même, je pense. J'ai pas encore envie de rencontrer des entrepreneurs tout le temps. Enfin, ça se fait tellement naturellement. Tu vois, récemment, ça s'est fait avec un gars qui crée des vélos et j'ai trouvé ça trop fou, trop de bonnes discussions et pareil, un regain de boost. Mais je veux pas m'arrêter là-dessus. Parce que si j'en vais en voir un toutes les semaines, ça sert à rien d'avoir du boost, tu vois. Il faut plutôt se dire, ok, maintenant, je réapprends mes erreurs, j'apprends et tout, plutôt qu'un mec qui me fait tout, quoi. Bien sûr. Et franchise, parce que c'est un des projets? Je stabilise déjà le projet 1. Et j'ai beaucoup de propositions. Pour de vrai, je pensais pas en avoir autant de mecs dans ma ville et tout. Alors c'est pas, encore une fois, c'est pas Dylan 16 ans. Ouais, j'aimerais faire comme toi et tout. Oui, mais ça va être compliqué. C'est plutôt des mecs qui ont des projets, qui disent voilà, j'ouvrirai un bar, tout ça. Des fois je leur dis attends que je franchise un peu, il y a moyen de faire un truc. Mais je vais pas trop vite. Je me rends compte que je suis vraiment trop dans ce mood YouTube et il faut que j'arrête là-dessus de rusher, tu vois. YouTube, c'est horrible pour ça. Et encore plus aujourd'hui avec TikTok et tout, tu postes pas 4 par jour, t'es une merde, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout la vérité. Mais c'est ce que l'algorithme te fait penser, quoi. Et puis, t'as aussi, du coup, toute cette synergie qui se crée. Tu vois, le reportage qu'on a sorti sur le King of the Loop. Là, les gens ont bien compris qu'elle était bossée la vidéo. Et pourtant, même des vidéos de travaux sont des fois autant travaillées dans l'écriture et tout, mais on le voit pas parce que c'est en mode vlog et c'est quand la prochaine, quoi. La vidéo vient de sortir, trop hâte de la prochaine. Ouais, mais un mec, là, moi, le rythme, il est intense, quoi. Donc oui, non, c'est ça. Ouais, tu as habitué les gens à trop de choses. Oui, mais je pense que tous les youtubeurs ont habitué et je pense qu'il y a eu vraiment une période, moi, j'ai quand même eu j'ai eu droit à beaucoup de phases sur YouTube, j'ai eu beaucoup d'évolutions différentes et je sais qu'il y a eu une période où c'était la course à la vue et la course à qui sera mis en avant. Et d'ailleurs, c'est là où il y a eu beaucoup de youtubeurs qui sont apparus et beaucoup aussi de contenu pour rien, tu vois, de la react à l'arrache, je regarde des vidéos, trop bien, lol, salut, hop, ou même des fois des mecs qui bougent pas puis ils regardent la vidéo, quoi. Moi, je l'avais fait en parodie tellement j'avais trouvé ça fou parce que ça marchait. La vidéo, elle a fait 1 million de vues. Je me dis, quoi? C'était un essai de ne pas rire et pendant 10 minutes, je suis comme ça. Puis à la fin, je dis, voilà, j'ai gagné. Et ça coupe, tu vois. C'est vraiment, j'ai regardé la vidéo pendant 10 minutes, j'ai attendu, voilà, j'ai gagné, j'ai upload 1 million de vues. Et ça a été une course pendant un moment un peu en mode, on s'en fout en fait du sujet. Du moment qu'il y a ma tête, les gens ils vont cliquer. Et j'ai essayé de pas tomber là-dedans. Peut-être que je suis tombé là-dedans sans m'en rendre compte. Mais je crois pas. Là, en ce moment, il y a la course au contenu super produit où c'est surenchère sur surenchère. Forcément, en ce moment, il y a le projet d'Inox qui fait beaucoup parler. Oui. Mais au-delà de ça, tu vois, le projet d'Amine avec le Even All Star. Enfin, c'est beaucoup de projets. C'est de la projet un peu quoi. Télé, un truc, mais c'est fou. C'est fou. Mais c'est dur après de suivre, tu vois. Là, ça devient une course à l'argent, quoi. Qui a la plus grosse prod, qui a le plus gros moyen, qui a le plus gros sponsor. C'est clair. Mais au final, tu vois, ta vidéo King of the Loop qui est effectivement extrêmement bien montée, derrière, vous avez quand même fait un énorme événement, il s'est passé plein de choses, et au final, c'est une vidéo de 20 minutes, ultra montée, et c'est fou, parce qu'en fait, c'est, entre guillemets, que 20 minutes pour des heures et des heures et des heures de travail derrière. Non, mais moi, c'est que mon interview a duré 3 heures. La vidéo dure 20 minutes. Donc j'ai eu on a des projets similaires en ce moment et je sais que ça va être ça. J'aimerais faire le tour de France des entrepreneurs et voir des gens dans leur passion, dans leur milieu. Je sais déjà le nombre de rushs qu'il va y avoir. Et puis moi, je serai là toutes les semaines. Il en est où le montage? Là, heureusement que c'est pas toi qui monte encore. Des fois, je fais des petits montages, des petits trucs parce que ça me fait kiffer, des reels, des trucs comme ça. Mais une vidéo montée aujourd'hui, j'aurais pas le temps et ça serait une perte de temps. Je connais plus aucun raccourci, tu vois, donc je galère, quoi. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu aurais un entrepreneur, alors ça peut être un youtubeur entrepreneur, à me recommander pour une prochaine vidéo avec qui tu pourrais me faire une introduction? Là, clairement, sans réfléchir, la boiserie.
Ok. La boiserie, c'est une folie. Moi, en fait, je ne regarde pas trop son contenu. Il le sait pas. Je pense qu'il s'en fout. Mais quand j'ai des problèmes, c'est lui que je vais voir. Parce que je sais que déjà il a plein de solutions et que c'est quelqu'un d'humain avant tout. Et en fait c'est vrai que si tu regardes ses vidéos où il fait un peu le con, tu te dis bon mais c'est qui ce mec, genre il est fou et tout, et en fait c'est un gars qui a créé quelque chose quoi. Il a sa marque de vêtements, il a ses magasins, tu sais, enfin ses magasins, ses garages on va dire, je ne sais jamais le nom, mais de modification de voitures. Il a acheté son château, il fait des vidéos YouTube, il a son truc d'airsoft, il fait des soirées, enfin moi une fois je suis allé le voir et tout sur un terrain de moto, il m'a dit ouais je suis à tel endroit et tout, je suis arrivé et il était avec plein de gens, il dit en fait ouais en gros les gens ils payent un petit truc mais le minimum en fait moi ça me coûte rien, mais je vends des fringues, et en fait il est vraiment dans le partage, et des gens comme ça c'est tellement inspirant. Et en fait quand je parle avec lui à chaque fois il me dit mec t'as vu ce que t'as fait, il vient l'Unicorn House, il me dit arrête Valentin, regarde ce que t'as fait. Tu sais quand je suis pas bien il vient, il me dit regarde, arrête d'être débile, regarde ce que t'as fait. Je dis bah ouais mais bon moi tu sais j'ai ça à gérer et tout, mais mec arrête, regarde tout quoi. Donc c'est je pense déjà c'est un pote, en plus un bon entrepreneur, mais pour moi c'est une référence, une référence discrète. Mais génial, écoute, je prendrai attache avec lui. Bien sûr. Et il sera hyper content. Mais venez à l'Unicorn House, viens avec ton à l'Unicorn House. Avec grand plaisir. On lui dit hop, tu viens à 1 heure, il passe et c'est fait. Allez, trop cool. On fera ça. Génial. Valentin, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, tes différents réseaux? Je vais dire à la Unicorn House. Je suis au bar le vendredi à 22h, je lave les verres. Non, sur Instagram et sur YouTube. Instagram, c'est Vodka IRL. Et YouTube, c'est Vodka. Ok. D'accord, tout simplement. Écoute, je mettrai tous les liens dans la description, puis le lien de Unicorn House et le lien de Unicorn Wear the Legends pour retrouver tout ça. Merci encore, c'était vraiment merci à toi, top. C'était trop bien. J'aime bien, tu vois, genre c'était hyper fluide. J'ai pas l'impression d'être oula, qu'est-ce que je viens de dire, oula, dis pas ça, tu vas avoir des problèmes. C'était vraiment cool. Merci. Si j'ai bien fait mon taf alors. Ouais, vraiment bien, tu reprends bien et tout, merci pour l'invitation. Cool. Merci beaucoup. Merci à vous qui regardez cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, c'est nécessairement que ça vous a plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes de votre réseau et puis à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, ça me soutient beaucoup. Merci encore et à très vite pour un nouvel épisode. Salut!